Ma fille est dans le coma depuis 3 ans. Elle vient de me serrer la main en code morse pour épeler. Aide-moi à m'échapper. J'ai senti cela à 2h34 du matin, un jeudi soir. 3 pressions courtes, 3 longues, 3 courtes. Ma main reposait sur celle de ma fille Mira, comme elle l'avait fait pendant 1000 nuits auparavant, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ses doigts bougeaient de manière délibérée, intentionnelle. SOS. Je me suis réveillée en sursaut, si brusquement que j'ai renversé le verre d'eau sur sa table de chevet. Mira gisait immobile. Comme toujours, les yeux fermés, un tube respiratoire, une sonde d'alimentation, le moniteur cardiaque émettant son rythme régulier. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était depuis 3 ans, 2 mois et 16 jours, mais sa main avait bougé. J'en étais sûre. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Un infirmier est arrivé en moins de 90 secondes. Un jeune homme nommé Derek, qui travaillait habituellement de nuit. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a lancé ce regard compatissant qui disait qu'il avait déjà entendu cela de la part de membres de familles désespérés voyant des choses qui n'existaient pas. Monsieur Castellano, dit-il doucement, parfois notre esprit nous joue des tours quand nous sommes fatigués. Les spasmes musculaires sont courants chez les patients dans le coma. Cela ne signifie pas un mouvement conscient. Je voulais argumenter, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge, car peut-être avait-il raison. Peut-être avais-je imaginé cela. J'étais assis dans cette pièce chaque nuit depuis plus de 3 ans, tenant la main de Mira, lui parlant, lui lisant des histoires, lui jouant sa musique préférée. Peut-être que mon cerveau finissait par craquer sous la pression. Derek a vérifié les constantes de Mira. Tout était normal. Il a ajusté sa perfusion et m'a dit de me reposer un peu. J'ai acquiescé, mais je ne suis pas partie. Je ne partais jamais. Ma femme Claudia avait cessé de venir il y a 6 mois. Elle disait qu'elle ne supportait plus de voir notre fille ainsi. Elle disait que les médecins avaient raison, que Mira ne reviendrait pas, que l'accident avait détruit une trop grande partie de son cerveau, que la maintenir en vie artificiellement prolongeait la souffrance de tout le monde. Nous nous étions séparés à cause de cela. Elle avait emménagé chez sa sœur. Je suis restée. Il fallait que quelqu'un reste. Mira avait 15 ans quand c'est arrivé. En 2e année de lycée, élève exemplaire, joueuse de football, premier violon, belle, brillante et pleine de vie. Puis, un après-midi d'octobre, elle s'est effondrée pendant l'entraînement. Elle est simplement tombée sur le terrain. Au moment où l'ambulance est arrivée, elle ne respirait plus. Ils l'ont réanimée, mais le mal était fait. Lésion cérébrale anoxique, privation d'oxygène. Le neurologue a dit qu'elle ne se réveillerait probablement jamais. Il a dit que même si elle le faisait, elle ne serait plus la même Mira. La fille que nous connaissions était partie. Nous devions envisager nos options, ce qui signifiait que nous devions la laisser partir. J'ai refusé. Claudia voulait écouter les médecins. Nous nous sommes battus pendant des mois. Elle disait que j'étais égoïste, que je gardais Mira prisonnière d'un corps qui ne fonctionnait plus parce que je ne pouvais pas accepter la réalité. J'ai dit qu'elle abandonnait notre fille, que Mira était toujours là, dedans, qu'elle se battait toujours. Les disputes se sont aggravées. Finalement, Claudia est partie, disant qu'elle ferait le deuil de notre fille à sa façon, et que je ferais le mien. 3 ans plus tard, j'étais toujours là, y croyant encore, espérant encore. Je travaillais à distance maintenant, dans le développement de logiciels. Mon entreprise s'était montrée compréhensive au début, moins par la suite. J'avais été rétrogradée 2 fois, je m'en fichais. Rien n'importait, sauf Mira. À 3h15 du matin, je l'ai ressenti à nouveau, les pressions, plus délibérées cette fois. H-E-L-P. Hyde. 4 lettres en code morse. J'avais appris le code morse quand Mira avait 10 ans. Nous l'utilisions comme un jeu, des messages secrets à table, des signaux lors d'événements familiaux ennuyeux. Elle adorait ça.
Elle pensait que c'était comme être une espionne. J'ai fixé sa main. J'ai attendu. Rien d'autre n'est venu. Mon cœur battait la chamade. J'ai saisi mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. J'ai positionné la caméra pour capturer nos deux mains. J'ai attendu. 5 minutes, 10 minutes, rien. Je me sentais stupide, désespérée. Puis, à 3h27 du matin, c'est arrivé à nouveau, clair, indubitable. M, E, moi. L'enregistrement l'a capturé. Je pouvais voir ses doigts bouger, légèrement mais réellement. J'ai sauvegardé la vidéo immédiatement, je l'ai envoyée sur 3 sauvegardes cloud différentes. Puis je suis resté assis là, tremblant, essayant de décider ce que cela signifiait. J'ai montré la vidéo à Derek lors de sa ronde suivante. Il l'a regardée 2 fois, a froncé les sourcils, et a dit qu'il appellerait le médecin de garde. La docteure Sandra Okafor est arrivée 40 minutes plus tard. Elle était la neurologue principale de Mira depuis le début. Elle a regardé la vidéo 3 fois, a posé des questions détaillées sur le moment et la fréquence, a examiné Mira minutieusement, a vérifié ses yeux, ses réflexes, son moniteur d'activité cérébrale. Tout ne montrait aucun changement. La docteure Okafor m'a regardée avec cette expression prudente que les médecins utilisent pour annoncer de mauvaises nouvelles. Monsieur Castellano, ce que vous avez capturé est intéressant, mais pas nécessairement indicatif de conscience. Les patients dans le coma peuvent avoir des mouvements involontaires qui paraissent intentionnels. Le cerveau peut envoyer des signaux aléatoires. Le motif que vous interprétez comme du code Morse pourrait être une coïncidence. J'ai demandé si cela pouvait être réel, si Mira pouvait réellement essayer de communiquer. La docteure Okafor a hésité, puis a dit que tout était possible, mais extrêmement improbable étant donné les scanners cérébraux de Mira. Nous pourrions faire des tests supplémentaires, un EEG, une IRM fonctionnelle, pour voir s'il y a une indication de pensée consciente, mais je dois vous préparer à une déception. Les tests ont été programmés pour la semaine suivante. J'ai passé ce temps à tout enregistrer. Chaque moment où j'étais assis avec Mira, chaque mouvement potentiel, j'ai ressenti les pressions 4 fois de plus au cours de ces jours, et plan chaque fois quelque chose. HELPMEESCAPE, aide-moi à m'échapper. Ces mots m'ont glacé le sang. S'échapper de quoi? Du coma? De l'hôpital? De quelque chose d'autre? J'ai commencé à tout observer différemment. Les infirmiers, les médecins, les routines. La chambre de Mira se trouvait dans l'aile de soins de longue durée, au 4e étage, 8 patients au total, tous dans des états végétatifs, tous sous assistance respiratoire. Les familles venaient rarement. La plupart avaient perdu espoir. J'étais le seul à venir chaque jour, le seul à passer la nuit. Le personnel me connaissait, me tolérait. Parfois, je pensais qu'il me plaignait. Ce père qui ne pouvait pas lâcher prise. J'ai remarqué des choses que j'avais cessé de voir. Comment les infirmiers de nuit venaient toujours par 2 pour vérifier l'état de Mira, comment ils fermaient la porte à clé derrière eux, comment ils ajustaient sa poche de perfusion avec des mouvements qui semblaient pratiqués, répétés, comment ils se chuchotaient des choses, comment ils jetaient des coups d'œil aux caméras dans les coins, des caméras que je supposais être pour la sécurité, des caméras que je n'avais jamais remises en question. J'ai commencé à observer les autres patients aussi. Toutes étaient des femmes jeunes, âgées de 13 à 22 ans, toutes victimes de tragédies différentes. Accidents de voiture, noyades, overdose de drogue, toutes déclarées en état végétatif, toutes sous assistance respiratoire indéfinie, toutes issues de familles qui avaient cessé de leur rendre visite, sauf Mira. Mira m'avait toujours. J'ai commencé à me demander si c'était cela le problème, si ma présence interférait avec quelque chose, si aide-moi à m'échapper signifiait s'échapper des gens qui étaient censés l'aider. L'EEG était prévu pour lundi matin. Dimanche soir, je suis restée plus tard que d'habitude. L'hôpital était calme. La plupart du personnel était rentré chez lui. Seule l'équipe de nuit restait. Derek est entré vers 23h00 pour sa ronde. Il était accompagné d'une autre infirmière que j'avais déjà vue mais que je ne connaissais pas bien.
Ils ont vérifié les constantes de Mira, ajusté ses médicaments. La femme m'a observé tout le temps. Quand ils sont partis, je les ai entendus parler dans le couloir, à voix basse. J'ai saisi des fragments. Toujours là. Problème. Le docteur doit savoir. Mes instincts hurlaient. J'ai saisi mon téléphone, ouvert l'application d'enregistrement, et je l'ai laissé tourner dans la poche de ma veste. À 1h du matin, la docteure Okafor est arrivée. C'était inhabituel qu'elle soit là si tard. Elle est entrée dans la chambre, a fermé la porte et a demandé si nous pouvions parler. Son ton était différent, professionnel mais froid. Elle a dit que l'administration de l'hôpital était préoccupée par ma présence constante, que j'interférais avec les routines du personnel, que je devais établir de meilleures limites, commencer à rentrer chez moi le soir, laisser les professionnels faire leur travail. J'ai demandé pourquoi cela importait, pourquoi c'était un problème qu'un père reste avec sa fille. L'expression de la docteure Okafor s'est durcie. Elle a dit que les familles qui ne pouvaient pas maintenir une distance émotionnelle prenaient souvent des décisions médicales basées sur l'espoir plutôt que sur la réalité, que mon insistance sur le fait que Mira était consciente en était le parfait exemple, que je voyais des motifs qui n'existaient pas, créant des récits qui me donnaient un faux espoir. Elle m'a suggéré fortement de rentrer chez moi, de me reposer et de revenir pendant les heures de visite normales comme les autres familles. J'ai refusé, affirmant que j'avais tout à fait le droit d'être ici et qu'à moins qu'elle ne puisse me donner une raison médicale pour partir, je ne bougerai pas. La docteure Okafor m'a regardé pendant un long moment, puis a dit qu'elle examinerait la situation avec l'administration. Elle est partie. Je suis resté assis là, le cœur battant à tout rompre. J'ai sorti mon téléphone. L'enregistrement avait tout capturé. Je l'ai sauvegardé immédiatement. Puis j'ai envoyé un SMS à mon frère Alex, lui disant de m'appeler s'il n'avait pas de nouvelles de moi au matin, lui disant où trouver toutes mes sauvegardes vidéo, lui disant que si quelque chose m'arrivait, il devait faire intervenir la police. Il a appelé immédiatement, demandant ce qui se passait. Je lui ai tout raconté, les pressions, le code Morse, le comportement étrange du personnel, la pression pour partir. Alex était avocat, en droit des affaires, pas pénal, mais il comprenait comment les institutions fonctionnaient. Il a dit que je devais tout documenter, tout mettre par écrit, commencer à faire du bruit si je me sentais menacée. Il viendrait le matin même. Nous réglerions cela ensemble. À 2h du matin, Mira m'a de nouveau serré la main. Cette fois, le motif était plus long, plus complexe. D-A-N-G-E-R, puis d'autres lettres. T-H-E-Y-N-O-W, ils savent. Danger. Ils savent. Ils savent quoi? Qu'elle était consciente. Qu'elle communiquait. Qui était? Il. J'ai levé les yeux vers la caméra dans le coin. La lumière rouge était allumée. Elle enregistrait. Quelqu'un avait-il regardé? Avait-il vu les pressions? M'avait-il vu enregistrer? Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Partez maintenant. Vous la mettez en danger. J'ai fixé le message, j'ai répondu. Qui est-ce? Pas de réponse. J'ai essayé d'appeler. Le numéro était déconnecté. Je me suis levée. Je suis allée à la porte. J'ai regardé dans le couloir. Vide. Silencieux. Trop silencieux. Je suis revenue vers Mira. J'ai serré sa main, murmurant que je ne partais pas, que quoi qu'il arrive, nous traverserions cela ensemble. Ses doigts ont bougé à nouveau, faiblement. R-U-N. Cours. Ma fille me disait de fuir. J'ai attrapé ma veste, mon téléphone. Je me suis dirigée vers la porte. Elle s'est ouverte avant que je l'atteigne. Derek est entré. Il n'était pas seul. 2 agents de sécurité l'accompagnaient, des hommes imposants. Monsieur Castellano, dit Derek. Sa voix était calme, mais ses yeux étaient durs. Nous avons besoin que vous veniez avec nous. Une préoccupation a été soulevée concernant votre comportement.
L'administration veut vous parler. J'ai demandé quelle préoccupation, quel comportement. Derek a dit que j'avais fait des enregistrements sans consentement, que j'avais harcelé le personnel avec des accusations, que mon état mental était préoccupant. Rien de tout cela n'était vrai. J'avais enregistré les mouvements de main de ma propre fille. Je n'avais accusé personne de quoi que ce soit. J'ai dit que je n'irais nulle part. Derek a fait un signe aux gardes de sécurité. Ils se sont avancés vers moi. J'ai reculé, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à diffuser en direct sur mon stockage cloud, annonçant haut et fort que j'étais expulsée de force de la chambre de ma fille sans motif, que je voulais que tout soit documenté, que je porterais plainte. Les gardes ont hésité. L'expression de Derek s'est assombrie. Il a dit que je pouvais venir de mon plein gré ou qu'ils appelleraient la police. J'ai dit « Appelez-les ». J'adorerais expliquer à la police pourquoi l'hôpital est si désespéré de me séparer de ma fille comateuse. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis Derek a sorti sa radio. Avant qu'il ne puisse parler, une alarme a retenti, forte, perçante. Alerte d'urgence. Code bleu. Chambre 412. Le numéro de la chambre de Mira. L'attention de tout le monde s'est braquée sur Mira. Son moniteur cardiaque s'affolait, rythme irrégulier, tension artérielle en chute libre. Derek s'est précipité vers elle. Les gardes ont appelé l'équipe médicale. En quelques secondes, la pièce s'est remplie de monde, infirmiers, médecins. Quelqu'un m'a tiré dans le couloir. J'essayais de voir ce qui se passait. Mais il y avait trop de corps, trop de chaos. La docteure Okafor est apparue, aboyant des ordres. Il donnait quelque chose à Mira, l'injectant dans sa perfusion. J'ai crié pour qu'ils arrêtent, pour qu'ils me disent ce qui se passait. Quelqu'un m'a maintenu, un garde de sécurité, différent d'avant, plus âgé, il m'a dit doucement à l'oreille. Arrêtez de vous battre. Vous aggravez les choses. Laissez-les la stabiliser, puis nous parlerons. Je me suis forcée à rester immobile, à regarder, à attendre. Après 10 minutes, le chaos s'est apaisé. La docteure Okafor est sortie. Son visage était grave. Elle a dit que Mira avait fait une arythmie cardiaque, chose courante chez les patients dans un coma de longue durée. Il l'avait stabilisée, mais elle aurait besoin d'une surveillance intensive pendant les prochaines 24 heures. Je ne pourrais pas rester dans la chambre. Trop d'équipements, trop de risques. Je devrais attendre dans le salon des familles. J'ai refusé, disant que je resterais juste devant sa porte. La docteure Okafor a dit que ce n'était pas possible. Politique de l'hôpital. J'ai demandé depuis quand. Elle a répondu. Depuis maintenant. L'emprise du garde sur mon bras s'est resserrée. La docteure Okafor s'est approchée de moi. Monsieur Castellano, dit-elle doucement. Vous devez partir pour la sécurité de votre fille. Si vous tenez à Mira, vous rentrerez chez vous et vous nous laisserez faire notre travail. Il y avait quelque chose dans sa voix. Pas une menace directe, mais presque. J'ai regardé derrière elle dans la chambre. J'ai vu des infirmières ajuster des machines. J'ai vu Mira étendue immobile. J'ai vu la poche de perfusion être remplacée par une nouvelle. Quelque chose a cliqué dans mon esprit. L'épisode cardiaque n'était pas naturel. Il l'avait provoqué. Il lui avait donné quelque chose pour induire l'arythmie, créer une urgence pour justifier mon expulsion, pour justifier la surveillance intensive, pour justifier de faire ce qu'il prévoyait de faire sans témoin. J'ai cessé de lutter. J'ai dit que j'attendrais dans le salon des familles. La docteure Okafor a semblé soulagée. Elle a fait un signe de tête au garde. Il m'a relâchée. Je suis allée au salon. Je me suis assis. J'ai sorti mon téléphone. Le direct avait tout capturé. Chaque mot, chaque visage, chaque instant. J'avais des preuves. Mais des preuves de quoi? J'ai appelé Alex. Il était 3:00 du matin, mais il a répondu immédiatement. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a dit qu'il arrivait tout de suite, m'a dit de ne pas quitter l'hôpital, de ne pas retourner dans la chambre de Mira, de simplement l'attendre.
de rester visible dans les zones publiques. Il serait là dans 40 minutes. Je suis resté assis dans le salon, regardant passer les infirmières, observant les médecins discuter à voix basse, fixant l'horloge. À 3h45 du matin, une femme s'est assise à côté de moi. Elle avait environ 50 ans, vêtue de vêtements civils, pas du personnel de l'hôpital. Elle ne m'a pas regardée, fixant droit devant elle, puis elle a parlé doucement. « Votre fille fait partie d'un programme de recherche, » dit-elle. « Un programme auquel vous n'avez pas consenti, dont l'hôpital ne fait pas la publicité. Ils utilisent des patients dans le coma pour des traitements expérimentaux, testant des médicaments qui n'ont pas été approuvés. Votre fille est consciente depuis 2 ans. Ils la maintiennent dans un coma artificiel pendant qu'ils étudient la réponse de son cerveau à divers composés. Elle a essayé de communiquer tout ce temps. Ils ont étouffé cela. Je me suis tournée vers elle. Elle a levé la main. Ne réagissez pas. N'attirez pas l'attention. Je suis infirmière. Je travaillais à cet étage jusqu'au mois dernier. J'ai démissionné quand j'ai réalisé ce qui se passait. J'ai essayé de trouver un moyen de dénoncer cela. Vous pourriez être ma chance. J'ai demandé pourquoi elle me le disait. Pourquoi maintenant? Elle a dit. Parce que Mira est programmée pour la phase finale des tests demain. La phase finale signifie permanente. Ils vont induire un état de coma plus profond pour voir s'ils peuvent maintenir la fonction cognitive tout en éliminant toute réponse physique. Si cela fonctionne, ils auront le sujet de test parfait, totalement conscient, mais totalement paralysé. Si cela ne fonctionne pas, elle mourra. Dans les 2 cas, vous ne la récupérerez jamais. Mes mains tremblaient. J'ai demandé combien il y avait de patients. Elle a dit. Les 8 de cet étage. Toutes des jeunes femmes, toutes déclarées végétatives, toutes réellement conscientes et piégées, toutes utilisées comme sujet de test pour une recherche pharmaceutique valant des milliards. L'hôpital est payé par la compagnie pharmaceutique. Les familles ne le savent jamais. La plupart des familles ont abandonné, ont cessé de venir, ont signé des ordres de non-réanimation. L'hôpital attend juste qu'elle meure naturellement. Mais Mira est différente. Vous n'abandonnez pas. Vous continuez à venir. Vous continuez à observer. Vous êtes une menace. J'ai demandé ce que je devais faire. Elle m'a tendu une clé USB. Il y a tout là, dessus. Les dossiers médicaux, les transactions financières, les courriels internes, les communications avec la société pharmaceutique, les noms de toutes les personnes impliquées. Apportez cela au FBI, pas à la police locale. L'hôpital a des relations avec les forces de l'ordre local. Vous avez besoin d'enquêteurs fédéraux. Elle s'est levée, m'a regardé directement pour la première fois. Sortez votre fille d'ici, ce soir, avant qu'il ne puisse faire la procédure. Emmenez-la dans un endroit sûr, puis rendez l'affaire publique. C'est le seul moyen de la protéger, elle et les autres. Elle s'est éloignée avant que je puisse poser d'autres questions, disparaissant dans le couloir. Je suis resté assis là, tenant la clé USB, l'esprit en ébullition. Comment étais-je censé sortir Mira? Elle était sous assistance respiratoire. Elle avait besoin d'équipement. Elle avait besoin de soins médicaux. Je ne pouvais pas simplement la débrancher et l'emporter. Alex est arrivé à 4h15 du matin. Je lui ai tout montré, les vidéos, la clé USB. Je lui ai raconté ce que l'infirmière avait dit. Il a pâli, a sorti son ordinateur portable, a commencé à parcourir les fichiers sur la clé. 10 minutes plus tard, il a levé les yeux. C'est réel. Ces documents sont réels. Des transferts financiers de Pharmanova Corp, des mémos internes décrivant le protocole de recherche, des formulaires de consentement qui ont été falsifiés, des dossiers de patients montrant une activité cérébrale consciente qui a été cachée aux familles. C'est massif, c'est criminel. Cela pourrait faire tomber toute l'administration de l'hôpital. Alex a dit que nous devions agir vite. Il contacterait le FBI immédiatement, mais d'abord, nous devions mettre Mira en sécurité. Il avait un ami spécialiste du transport médical privé, quelqu'un qui pouvait déplacer des patients critiques en toute sécurité, quelqu'un qui posait peu de questions,
Pourrions-nous emmener Mira jusqu'au transport sans que le personnel de l'hôpital nous arrête? J'ai dit que je ne savais pas, mais que nous devions essayer. Alex a passé des appels. En 1 heure, un plan se formait. L'équipe de transport arriverait à 6h00 du matin. Nous agirions pendant le changement d'équipe, moment de chaos maximum et de surveillance minimale. Nous emmènerions Mira dans une clinique privée à 1 heure de là, un endroit sûr, un endroit où l'hôpital ne pourrait pas l'atteindre. L'ami d'Alex pouvait l'organiser, mais nous devions bouger maintenant, avant les tests de la phase finale, avant qu'ils ne puissent nous arrêter. J'ai accepté. Nous sommes allés dans la chambre de Mira. La surveillance intensive avait été réduite, une seule infirmière était présente. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés. Elle a semblé surprise de me voir, a dit que je n'étais pas censée être là. Alex s'est avancé, s'est présenté comme l'avocat de Mira, a dit que nous exercions notre droit légal de la transférer dans un autre établissement et qu'il avait les documents pour le prouver. L'infirmière a semblé incertaine, a dit qu'elle devait obtenir l'approbation de la docteure Okafor. Alex a dit qu'aucune approbation n'était nécessaire. C'était une question de droit des patients. Nous étions dans notre droit légal. L'infirmière a reculé, a dit qu'elle appellerait quand même le médecin, juste pour confirmer. Alex a acquiescé. Elle est partie passer l'appel. Je suis allée vers Mira. J'ai pris sa main. J'ai attendu les pressions. Elles sont venues immédiatement. H-U-R-R-Y. Dépêche-toi. J'ai murmuré que nous la sortions de là, qu'elle devait tenir encore un peu. Ses doigts ont serré une fois, pour confirmer. À 6h du matin, l'équipe de transport est arrivée, 2 ambulanciers avec un brancard spécialisé. Ils ont agi efficacement, déconnecté Mira de l'équipement de l'hôpital, l'ont connectée à des systèmes portables, assistance respiratoire, moniteur cardiaque, perfusion, tous ceux dont elle avait besoin pour survivre au transfert. La docteure Okafor est arrivée alors qu'il la chargeait sur le brancard. Elle était furieuse, exigeant de savoir ce qui se passait. Alex s'est interposé, expliquant que nous transférions Mira dans un autre établissement, que nous en avions le droit légal et que toute tentative de nous arrêter serait considérée comme une détention illégale. La docteure Okafor a dit que Mira n'était pas assez stable pour le transport, que la déplacer pourrait la tuer. Alex a dit que nous étions prêts à prendre ce risque, que nous avions signé des décharges de responsabilité, que l'hôpital était libéré de toute responsabilité. La docteure Okafor m'a regardé. « Monsieur Castellano, je vous en prie. Vous faites une terrible erreur. Votre fille a besoin de soins spécialisés, des soins que nous pouvons fournir. La déplacer maintenant pourrait annuler des années de progrès. » J'ai demandé. « Quel progrès? Elle est dans le coma depuis 3 ans. Vers quoi exactement progressiez-vous » L'expression de la docteure Okafor s'est durcie. Elle a sorti son téléphone, a passé un appel, a dit quelque chose au sujet de la sécurité, de stopper un transfert de patients. Alex m'a attrapé le bras. C'est le moment de partir. Maintenant. Nous avons bougé. Les ambulanciers ont poussé le brancard vers les ascenseurs. La docteure Okafor suivait, argumentant, menaçant de poursuites judiciaires. D'autres membres du personnel sont apparus, barrant notre chemin, des gardes de sécurité, les mêmes que plus tôt. Alex a brandi son téléphone, disant qu'il enregistrait tout, que toute interférence physique serait une agression, qu'il ferait sauter leur badge et la licence de l'hôpital. Les gardes ont hésité. Nous sommes passés en force, avons atteint les ascenseurs. L'un d'eux attendait déjà, portes ouvertes. Nous avons fait entrer Mira. Alex et moi avons suivi. Les ambulanciers ont bloqué l'entrée. Alors que les portes se fermaient, j'ai vu la docteure Okafor hurler dans son téléphone et des gardes de sécurité courir vers les escaliers. Nous avions être 3 minutes avant qu'ils n'atteignent le rez-de-chaussée. L'ambulance attendait à l'entrée des urgences. Nous avons chargé Mira en 60 secondes. Les ambulanciers ont travaillé vite, sécurisant l'équipement,
vérifiant les constantes, s'assurant que tout était stable. Alex s'est installé à l'avant avec le chauffeur. Je suis restée à l'arrière avec Mira. Alors que nous nous éloignions, j'ai vu la sécurité de l'hôpital se ruer hors du bâtiment. J'ai vu la docteure Okafor gesticuler frénétiquement. J'ai vu quelqu'un prendre des photos de l'ambulance. Nous avons roulé. J'ai tenu la main de Mira pendant tout le trajet, guettant les pressions. Elle venait par intermittence. T-H-A-N-K-Y-O-U merci. Je lui ai dit qu'elle était en sécurité maintenant, que nous l'avions sortie de là, que nous avions exposé ce qu'ils avaient fait, qu'elle recevrait une aide réelle. L'établissement privé s'appelait le Centre de Restauration, une petite structure discrète, spécialisée dans le traitement des patients victimes de fautes médicales. Le personnel savait que nous arrivions. Une chambre était prête, avec un équipement de pointe, de vrais neurologues, des gens qui se souciaient de soigner les patients, pas de les utiliser. Nous avons installé Mira en 2 heures. La docteure Leslie Hammond a pris en charge ses soins immédiatement. Elle a examiné les antécédents médicaux de Mira, a regardé les scanners cérébraux qui avaient été cachés, a examiné les drogues que Mira avait reçues. Son expression s'assombrissait à chaque révélation. La docteure Hammond a dit que Mira avait été systématiquement droguée pour supprimer sa conscience tout en maintenant les fonctions cérébrales de base. Les composés utilisés étaient expérimentaux, conçus pour étudier l'expérience consciente sans manifestation physique. La recherche avait d'immenses implications pour la compréhension de la conscience. Mais utiliser des patients non consentants était criminel. Monstrueux. Elle a dit qu'il faudrait du temps pour inverser les effets, pour réduire les drogues en toute sécurité, pour permettre à la conscience naturelle de Mira de refaire surface, mais que c'était possible. Mira pouvait se réveiller, pouvait s'en remettre. Les dommages pourraient ne pas être permanents. Alex avait déjà contacté le FBI. L'agent Victoria Reyes de la division des fraudes médicales arrivait par avion. Elle examinerait les preuves sur la clé USB, nous interrogerait, commencerait à monter un dossier. Alex a dit que ce serait massif. Des accusations fédérales, peut être la loi RICO, crime organisé, la compagnie pharmaceutique, l'hôpital, chaque médecin et administrateur impliqué, ils tomberaient tous. Mais nous devions être prêts. Ils allaient riposter. Ils essaieraient de nous discréditer. Ils prétendraient que nous avions kidnappé une patiente, que nous étions délirants, que les preuves étaient fabriquées. Nous devions être prêts. Le FBI est arrivé le lendemain matin. L'agent Reyes avait la fin de la quarantaine, un regard aiguisé, une attitude sans fioriture. Elle a passé 6 heures à tout examiner, la clé USB, mes vidéos, les dossiers médicaux, la documentation d'Alex sur le transfert. Elle a posé des questions détaillées, a pris d'innombrables notes. Quand elle eut fini, elle s'est adossée à sa chaise et a dit que c'était l'un des pires cas d'abus médical qu'elle ait vu en 20 ans. Elle a dit que les preuves étaient substantielles, mais qu'ils en auraient besoin de plus. Ils auraient besoin du témoignage d'autres infirmières, d'autres membres du personnel témoins du programme. Ils auraient besoin d'examiner les autres patients de l'étage, de confirmer qu'ils étaient également conscients et maltraités. Elle a dit que cette enquête prendrait des mois, peut être des années, mais qu'elle s'engageait à aller jusqu'au bout, à obtenir justice pour Mira et les autres. J'ai demandé ce qui arriverait à Mira entre-temps. L'agent Reyes a dit qu'elle serait en sécurité ici. Le FBI assurait une protection, s'assurait que l'hôpital ne puisse pas l'atteindre, s'assurerait qu'elle puisse se rétablir en paix. Au cours des 2 semaines suivantes, la docteure Hammond a lentement réduit les médicaments de Mira. Chaque jour, elle devenait plus réactive, plus présente. Les pressions devenaient plus fortes, plus fréquentes. Elle a commencé à bouger d'autres parties de son corps, les orteils, les doigts, de petits mouvements, mais délibérés. Le 16e jour, elle a ouvert les yeux, juste quelques secondes, mais elle m'a regardé, m'a vraiment regardé, m'a reconnu, m'a serré la main. DAD. Papa, j'ai craqué complètement. J'ai sangloté comme je ne l'avais pas fait depuis le jour où elle s'était effondrée. Elle était là,
Elle avait été là tout ce temps, piégée, consciente, incapable de s'échapper. L'hôpital lui avait fait ça, l'avait gardée prisonnière dans son propre corps, l'avait utilisée pour le profit, avait prévu d'aller plus loin, de la piéger en permanence. La rage que je ressentais dépassait tout ce que j'avais connu. La docteure Hamon a dit que le rétablissement de Mira serait long. Les drogues avaient affecté son contrôle moteur, sa parole, son traitement cognitif. Elle aurait besoin d'une rééducation intensive, de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, mais elle pourrait s'en remettre. Elle pourrait avoir une vie, elle pourrait redevenir elle-même. L'enquête du FBI a avancé rapidement une fois qu'ils ont eu les mandats fédéraux. Ils ont fait une perquisition à l'hôpital, saisi les dossiers, interrogé le personnel. L'infirmière qui m'avait donné la clé USB s'est manifestée officiellement. Elle s'appelait Patricia Lou. Elle avait travaillé dans le service de coma pendant 5 ans avant de réaliser ce qui se passait. Elle a témoigné sur le protocole de recherche, sur la façon dont les patients conscients étaient identifiés par scanners cérébraux mais maintenus sous sédation, sur la façon dont les familles étaient menties, sur la façon dont les formulaires de consentement étaient falsifiés. Son témoignage était accablant. D'autres infirmières se sont manifestées aussi, des gens qui avaient eu peur, qui avaient été menacés de silence, qui avaient regardé les patients souffrir et s'étaient sentis impuissants. Leurs témoignages corroboraient tout. La compagnie pharmaceutique a essayé de prendre ses distances, prétendant avoir été menti par l'hôpital, affirmant avoir cru que tous les patients avaient donné leur consentement, mais des courriels internes ont prouvé le contraire. Des communications discutant de la manière de cacher la recherche, d'éviter la surveillance réglementaire, de maximiser les profits tout en minimisant les risques. Le PDG de Pharmanova a été arrêté, tout comme l'administrateur en chef de l'hôpital. La docteure Okafor a pris la fuite. Ils l'ont retrouvée 3 semaines plus tard au Mexique. Elle a été extradée, accusée de multiples chefs d'agression, séquestration, fraude médicale et tentative de meurtre. Les 7 autres patientes de l'étage de Mira ont été transférées dans des établissements légitimes. Leurs familles ont été informées. On leur a dit la vérité. Certaines familles étaient reconnaissantes, d'autres étaient dévastées, se sentant coupables d'avoir abandonné, d'avoir cessé les visites, d'avoir cru les médecins qui disaient que leurs proches n'étaient plus là. 3 des 7 patientes se sont réveillées au cours des mois suivants. 3 avaient subi trop de dommages et sont restées dans des états végétatifs. Une est morte pendant le processus de sevrage. Son corps n'a pas supporté le stress de la détoxication après des années de drogues expérimentales. Sa famille a intenté un procès, a gagné un dédommagement massif, mais cela ne l'a pas ramené. Les procès ont duré 18 mois. Les preuves étaient accablantes. La docteure Okafor a été condamnée à 30 ans. Les administrateurs de l'hôpital ont pris entre 15 et 20 ans. Les dirigeants de Pharmanova ont reçu des peines similaires. L'hôpital lui-même a été fermé, les licences médicales révoquées, l'établissement a été vendu et tout le 4e étage a été démoli. Mira a témoigné au procès. À ce moment-là, elle avait suffisamment récupéré pour parler, avec hésitation au début, mais ses mots étaient clairs, dévastateurs. Elle a décrit le fait d'être consciente mais paralysée, consciente de tout ce qui l'entourait, incapable de bouger, de parler ou de crier. Elle a décrit les tests, la douleur, la peur. Elle a décrit avoir appris le code Morse enfant et s'en être souvenue dans sa prison, pratiquant les pressions jusqu'à ce qu'elle puisse les contrôler. Attendant que quelqu'un remarque, elle a décrit la nuit où elle m'avait épelée « Aide-moi à m'échapper », comment elle avait eu si peur que je ne comprenne pas, que je ne croie pas, que je balaie cela d'un revers de main comme tous les autres. Elle a décrit la terreur de voir approcher la phase finale des tests, sachant qu'il prévoyait de la piéger en permanence, sachant qu'elle pourrait ne jamais s'échapper. La salle d'audience était silencieuse quand elle a fini. Le juge avait les larmes aux yeux. 3 ans après que Mira m'ait serré la main en code Morse, elle a terminé sa physiothérapie. Elle pouvait marcher à nouveau, parler normalement, penser clairement. Les drogues avaient laissé quelques dommages permanents, des trous de mémoire, des tremblements occasionnels,
des difficultés avec la motricité fine, mais elle était vivante. Elle était elle-même. Elle était libre. Nous avons déménagé dans un autre état. Nous voulions un nouveau départ, loin de l'hôpital, des souvenirs, de l'attention médiatique. Mira a commencé l'université, a étudié les neurosciences, disant qu'elle voulait comprendre ce qui lui était arrivé, qu'elle voulait aider d'autres personnes piégées dans des situations similaires, qu'elle voulait s'assurer que personne d'autre ne souffre ce qu'elle a souffert. Claudia est revenue lentement dans nos vies. Elle s'est excusée, a dit qu'elle avait eu tort d'abandonner, tort de cesser de croire, tort de partir. Nous lui avons pardonné, non pas parce que ce qu'elle avait fait était correct, mais parce que garder de la colère n'aiderait personne. Nous devions avancer, reconstruire, être une famille à nouveau. À l'occasion du 5 anniversaire du sauvetage de Mira, nous avons rendu visite à Patricia Lou, l'infirmière qui avait donné l'alerte, qui nous avait donné la clé USB, qui avait tout risqué pour nous aider. Elle avait perdu sa licence d'infirmière pendant l'enquête, avait été mise sur liste noire par la communauté médicale. Elle travaillait maintenant comme consultante médicale, aidant les avocats sur des dossiers de faute professionnelle. Elle a dit qu'elle ne le regrettait pas, que sauver ses patientes valait n'importe quel prix. Mira l'a serrée dans ses bras, a dit que Patricia était une héroïne, qu'elle avait sauvé 8 vies, qu'elle avait dénoncé le mal quand les autres restaient silencieux. Patricia a pleuré, disant qu'elle avait juste fait ce que n'importe qui devrait faire, ce que tout le monde devrait faire face à l'injustice. Parler, agir, refuser d'être complice. Nous sommes restés en contact après cela. Patricia est devenue un membre de notre famille élargie, quelqu'un qui comprenait ce que nous avions traversé, qui nous avait aidés à y survivre. Mira a écrit un livre sur son expérience, publié sous un pseudonyme. C'est devenu un best-seller, déclenchant des conversations sur l'éthique médicale, sur le consentement, sur la facilité avec laquelle les institutions peuvent abuser de leur pouvoir, sur la façon dont les familles doivent défendre leurs proches, sur la façon dont une seule personne qui parle peut tout changer. Le livre a aidé d'autres familles, d'autres personnes piégées dans des cauchemars médicaux, d'autres lanceurs d'alerte envisageant de se manifester. Mira a reçu des lettres du monde entier, des gens la remerciant, partageant leurs histoires, trouvant de l'espoir dans la sienne. Elle a gardé chaque lettre, disant qu'elle lui rappelait pourquoi dire la vérité comptait, pourquoi survivre comptait, pourquoi se battre comptait. Je repense souvent à cette nuit, 2h34 du matin, 3 pressions courtes, 3 longues, 3 courtes, SOS, le moment où tout a changé, le moment où j'ai choisi de croire ma fille, de faire confiance à mes instincts, de combattre le système. Si j'avais écouté la docteure Okafor, si j'étais rentrée chez moi, si j'avais accepté leurs explications, Mira aurait été piégée à jamais, ou tuée, la phase finale des tests aurait eu lieu. Ils l'auraient détruite complètement. Tout cela parce que je suis restée, parce que j'ai remarqué, parce que j'ai cru en ce code Morse que nous avions appris quand elle avait 10 ans, un jeu auquel nous jouions, un langage secret. Ce langage lui a sauvé la vie. Je l'enseigne à tout le monde maintenant. À mes étudiants, mes amis, ma famille. Je leur dis qu'on ne sait jamais quand la communication sera la différence entre la vie et la mort, entre la liberté et l'emprisonnement, entre l'espoir et le désespoir. Apprenez toutes les façons possibles de parler, d'écouter, de comprendre, parce que parfois, 3 pressions dans le noir sont tout ce que vous aurez, et vous devez être prêt à les entendre. 10 ans après le raid sur l'hôpital, Mira est devenue la docteure Mira Castellano, neurologue, chercheuse sur la conscience, défenseuse des patients, épouse et mère de jumeaux qui ont appris le code Morse avant même de savoir écrire. Et elle garde une photo sur son bureau, celle de son père endormi dans une chaise d'hôpital, la main posée sur la sienne, l'homme qui est resté quand tout le monde est parti, qui a cru quand tout le monde a douté, qui a entendu 3 pressions et a compris qu'elles signifiaient tout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.
assurez-vous de vous abonner et d'aimer pour ne pas manquer la prochaine histoire.